Salut, je vais m'entretenir dans quelques instants avec le chef Christian Tête-Doigt et les maîtres ouvriers de France, son restaurant à Lyon est étoilé Michelin. J'ai vraiment vécu un moment remarquable lors de mon dernier séjour de presse à Lyon autour des variétés anciennes. On entend de plus en plus de scientifiques dire que l'avenir de l'alimentation réside dans la possibilité de cultiver davantage de variétés anciennes, des variétés ancestrales associées au patrimoine agricole du lieu où on se trouve. Dans le cas de Christian Tadois, il a établi des relations directes avec le Centre de ressources botaniques appliquées dans le but d'apprendre sur ces variétés, de les cuisiner dans son restaurant, de développer des liens directs avec les agriculteurs de la région. Je pense que son but avec cette relation-là est vraiment de parler de durabilité alimentaire. Cela dit, ben, on va l'attendre patiemment, le chef Christian Tête-Doigt. Est-ce que vous m'entendez? Oh, je vous entends très bien. Bonjour, chef. Parfait. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, je vous remercie aussi. Merci, chef, de prendre du temps pour moi ce matin. Je suis vraiment très reconnaissante. Avec grand plaisir. Je tenais à absolument parler avec vous parce que je pense que j'ai vécu un des moments les plus marquants de mon séjour à Lyon dans votre bistrot. Peut-être que ça va vous surprendre. Non, ça me fait Pas plaisir non déjà. plus. Peut-être pas non plus parce que vous nous avez offert un plat à base de haricots viande, une variété Oui, ancienne de Lyon. tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à des variétés anciennes? Alors, le point de départ, c'était déjà une prise de conscience qu'il fallait essayer de participer à une sélection de plantes qui peuvent s'adapter au changement climatique. Et donc, on est parti d'un constat avec donc les gens avec qui je travaille depuis des années, que Lyon a été une terre de création botanique et que ces variétés anciennes n'ont pas été coupées parce que vous savez, depuis plus de 60 ans maintenant en France, les Grantiers ont un peu pris le pouvoir et donc ils ont tendance à sélectionner des variétés, à les modifier. Résultat, elles se sont un peu épuisées au niveau du génome et donc de la reproduction. Et donc, ça faisait un petit moment que ça me travaillait. J'avais remarqué, pour avoir acheté, parce que je suis un petit peu jardinier à mes heures, des sacs de graines et de voir que ben il n'y en avait pas la moitié qui levaient. Donc, je me suis posé la question, comment ça se fait que il y a un taux de reproduction aussi faible. Et donc, on m'a expliqué que donc, à force d'être coupées, eh bien malheureusement, les graines ne sont pas toutes performantes et ne fonctionnent plus. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de retrouver ces variétés anciennes qui ont un génome très pur et très puissant et de voir comment elles pouvaient s'acclimater au changement climatique depuis ces différentes décennies où elles n'ont pas été exploitées. Mhm. Euh, Mais qui bon, dit, mais d'un point de vue, vous, de votre point de vue à vous, étant chef, maître ouvrier de France, étoilé Michelin, c'est bien beau de la botanique, mais il faut que ce soit bon. voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est là où j'interviens le plus, effectivement, parce que, eh bien, souvent, on a privilégié des variétés qui avaient un bel aspect, qui étaient productives en termes de grosseur de produits, mais pas toujours qualitatives au niveau du goût et des performances énergétiques. Hmm. Voilà. Donc, moi, je m'applique à la fois sur ces deux critères-là, qui me paraissent importants, parce que je pense que il faut que les gens se nourrissent mieux avec des ingrédients qui leur apportent suffisamment d'énergie pour pouvoir passer une belle journée et être en pleine possession de leurs moyens. Et il nous faut se régaler parce que bon, bah, bien sûr que c'est important de bien se porter et d'avoir suffisamment d'énergie, mais il faut aussi pouvoir se régaler parce que c'est quand Oui. même un des grands plaisirs de la vie. Moi, les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas me manger, j'arrive pas à les comprendre. Ben C'est voilà, vraiment. vous et moi, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, on s'entend. Mais c'est quand même fascinant parce que c'était tout en simplicité, chef tête d'oie. La tomate avec cette genre de portion de, j'ai envie de dire une galette, mais je le dis avec beaucoup de respect, Oui, ce que vous avez fait, de haricots. Et moi, j'ai compris parce que c'est mon travail. Je baigne là-dedans depuis plusieurs années. Et j'ai compris l'effort que vous avez fait derrière ce plat-là qui d'apparence était d'apparence très simple. Comment est-ce que vous réussissez à transmettre justement ce travail en amont et de recherche et de relation étroite avec
d'une part le Centre des ressources botaniques appliquées, d'une autre part Oui. avec les agriculteurs qui permettent de produire ces variétés ancestrales. Comment est-ce que le consommateur, le client qui est dans votre restaurant, comprend ça? Alors, d'abord, au niveau du restaurant, on explique. Et puis, je fais beaucoup d'animations à l'extérieur. Donc, notamment, chaque année, il y a à côté de Lyon ce qu'ils appellent le salon de l'agriculture. Donc, c'est un petit salon local, régional, sans grande prétention. Mais ça a permis quand même de faire goûter cette petite galette de haricots à plus de 300 personnes Ah, qui ont été très attentifs à l'explication qu'on leur a donnée. Et je pense que l'idée vraiment, c'est de faire comprendre aux gens que quand on associe une légumineuse avec une céréale, on arrive à un taux de protéines équivalent à la viande. Hein. mhm. C'est ça que le haricot viande est quand même très chargé, parce qu'on est C'est pratiquement à 47% là, selon les recherches qui ont 47%. été faites, là. Ouais. Voilà. Hein, donc là, on est en train de finaliser les études pour pouvoir vraiment confirmer ce taux. Mais donc, c'est vraiment intéressant de voir que moi, je pense que le végétal peut sauver l'humanité. Et donc, il faut qu'on arrive tout de suite à éduquer les gens à une autre façon de manger en se régalant. Intéressant. Comment est-ce que vous travaillez donc avec les producteurs locaux? Je sais que vous avez des initiatives comme par exemple les applications mobiles. Puis là, je regarde mon téléphone à Tellement, l'instant parce que je veux montrer mais- l'application eh que vous oui. avez développée. Parlez-moi un peu de cet outil qui vous permet de développer des relations étroites. Alors, donc ça a été notre premier outil qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle Mes producteurs, mes cuisiniers. Je voulais vraiment recréer un pont entre les producteurs et les chefs. Et ça a tellement bien fonctionné que du coup, on l'a ouvert au grand public. Wow. Euh, et donc c'est vraiment. Alors après, vous savez, c'est un petit peu le bouche à oreille. On a commencé avec 8 producteurs, puis on est passé à 15, puis on est maintenant à 30, et puis les prévisions annoncent 45 sur 2025, donc Wow. encore une quinzaine. Voilà. Donc en fait, comme on a un modèle vraiment qui est vertueux, puisque du coup on ne prend pas de commission sur les ventes. Donc vraiment le développeur a fait ça vraiment de bonne grâce et en fait les producteurs jouent le jeu. Pourquoi? Parce que les gens peuvent acheter en ligne, donc et quelque part ils sont payés avant même d'avoir livré le produit. Donc ça évite toutes les complications, les retards de paiement. Puis bon, ces gens-là ont autre chose à faire que de passer du temps dans la comptabilité. Ils sont plus Mhm. utiles à être dans les terres, surtout Et quand on voilà. travaille du bio. Vous savez comme moi comment c'est exigeant en désherbage, etc. quoi. Hein. C'est vraiment un travail. Euh, pour pouvoir faire de la production en bio, faut être bon. Oui, Faut être bon. absolument. La moindre petite pluie, la moindre petite peste, tout Oui, est un obstacle dans le oui, bio. Ben, bravo pour cette initiative. Moi, je rêve de ça pour le Québec. Je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai vu et j'ai compris vos explications en lien avec justement faciliter, et là, vous me dites que d'autant plus que le développeur de cette application-là ne se prend pas de pourcentage sur les ventes, je suis sidérée. C'est comme un donné au suivant finalement, oui. s'assurer que notre agriculture perdure. Euh, C'est je pour ça que je pense que aborder, on peut compter que sur nous, quoi. On peut pas toujours attendre des administrations ouais. nationales, etc. Je pense que si vraiment entre nous on est capable de faire des choses comme ça, l'humanité s'en portera mieux, quoi. Mhm. Vous avez parlé brièvement justement de l'importance de développer ces relations étroites et de parler de variétés anciennes en lien avec les bouleversements climatiques, les crises climatiques en fait, je devrais dire, même les bouleversements culturels, on pourrait en parler aussi. Euh, Comment est-ce que vous la voyez, vous, la cuisine de demain? Parce que nécessairement, dans le contexte de votre travail, vous portez souvent un regard sur l'avenir. Je ne sais pas si vous faites fi ou si vous suivez les tendances. Mais comment est-ce que vous vous adaptez à demain? Parce que ce sera un réel défi là, pour vous de s'approvisionner en fruits, en légumes et en protéines de toutes sortes de façon responsable. Oui. Alors effectivement, c'est un vrai sujet de société et puis ça vaut le coup d'y réfléchir déjà. Je pense quand même que l'être humain a une capacité absolument incroyable à s'adapter. Ceci étant, effectivement, le sourcing va devenir de plus en plus inquiétant parce que on est quand même de plus en plus nombreux et donc il va falloir qu'on puisse partager ces richesses et peut-être arrêter de gaspiller déjà. Ça, c'est un premier point d'économie, on va dire.
qui est plus que souhaitable parce que vraiment, il y a beaucoup de gaspillage. Mhm. Euh, mais vraiment, je prends souvent l'exemple de la châtaigne en France qui a sauvé les populations pendant la guerre de 39-45 et avec quelle intelligence les gens ont créé un tas de recettes incroyables avec cette châtaigne pour pouvoir varier leurs plaisirs que ça me donne un peu de confiance en l'avenir quand même. De quelle façon, notamment dans la capitale de la gastronomie française, en Lyon, de quelle façon est-ce qu'on fait évoluer cette gastronomie française? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il faut qu'on retrouve le bon sens de nos aînés qui, avec très peu, arrivaient à faire des merveilles. Hein. Je l'avais expliqué quand vous êtes venu, le travail des mères lyonnaises, Oui. avec toute la cuisine de ces bas morceaux. Mais on pourrait s'inspirer aussi de la cuisine paysanne qui euh, vivaient pratiquement en autarcie. Ils allaient peut-être une fois ou deux par semaine au village chercher du pain de 4 livres. À l'époque, ils pouvaient se conserver plusieurs jours pour ceux qui faisaient pas leur pain et qui prenaient un petit peu de viande pour dire de faire un peu la fête le dimanche. C'était un morceau de bœuf ou un morceau de gigot. Mais sinon, quand c'était veau et cochons, c'était des produits de la ferme. Quoi. Les gens élevaient des animaux pour les abattre et les conservaient. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore le congélateur, donc c'était beaucoup dans le sel, hein, dans des jarres. Hein. Voilà. Euh, Moi, je pense que, encore une fois, l'être humain a une capacité d'adaptation assez incroyable. Je pense que la cuisine de demain sera locale. Ça, j'en Mhm. suis convaincu. Elle retrouvera justement les valeurs de la tradition avec tout ce qui a pu faire cette particularité de la cuisine française qui fait qu'on ne mange pas la même chose du nord au sud et d'est en ouest. Et je pense que les gens qui viendront visiter la France vont retrouver la France qu'on aime. J'aime ça vous entendre. Je vais me permettre peut-être de demander votre opinion bien personnelle. Un des autres mets que j'ai mangé à Lyon qui m'a grandement bouleversée positivement, qui m'a Oui, complètement ébranlée parce que j'avais vraiment l'impression d'être à Lyon. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vivre la cuisine si ma mémoire est bonne, elle s'appelle Christina Kirsch. C'est une chef d'origine mexicaine qui est au Bib Gourmand de Michelin et elle a étudié à l'Institut Paul Bocuse, tout comme vous, et elle met de l'avant ses racines mexicaines, mais dans un savoir-faire qui est profondément ancré dans la gastronomie française avec une philosophie saisonnière. C'est la rencontre entre le patrimoine immatériel de la gastronomie française et la cuisine mexicaine, mais profondément ancré dans la ville de Lyon. Comment est-ce que c'est perçu de la part des grands chefs comme vous, étoilés Michelin, qui voyez ces nouveaux cuisiniers, ces nouvelles cuisinières arriver avec un bagage culturel tellement riche, tellement savoureux, brasser un peu les conventions de la gastronomie française? puis je le vois plutôt d'un bon œil parce que forcément aujourd'hui les gens voyagent beaucoup, ils ont envie de goûter des choses différentes, donc ça participe quand même à l'offre globale de la ville et donc aujourd'hui s'il n'y avait pas suffisamment de diversité, les gens iraient manger ailleurs pour le découvrir. Donc moi je suis ravi qu'il y ait des jeunes qui ont envie de s'installer à Lyon et qui font vivre cette gastronomie. Après, tout dépend comment ils le font. Euh, J'aime ceux qui s'adaptent un petit peu au terroir d'adoption et qui mettent leurs pattes et leur savoir qu'ils ont ramené de leur pays, de leur culture. Mais par contre, ça m'insupporte quand on fait venir des produits uniques de leur pays. Alors, il y a des choses qui se transportent qui ne sont pas très lourdes, donc les épices, là, ça a du sens. Mais faire venir des viandes ou des poissons de très loin, ça, je suis complètement contre. Voilà. Mhm. Dans ce Euh, cas-ci, je vous rassure, c'est aucunement le cas. Et c'est ça qui est voilà. beau. C'est vraiment Oui. travailler avec le terroir local dans le but de mettre de l'avant une expérience qui est mexicaine. Mais je vous dis, là, si vous avez la chance, je partagerai avec vos collègues le nom Oui, de... je vais bien, oui. Oui, avec grand plaisir. Sur le guide Michelin, si vous me permettez, je veux vraiment avoir votre opinion là-dessus parce que le guide Michelin arrive au Québec. L'annonce Oui. a été faite tout récemment, en Ah, c'est 2025. formidable. Mm. Oui, c'est formidable.
Formidable. Oui. Vous savez, je crois que la cuisine française n'aurait pas conservé ce niveau d'exigence si elle n'avait pas les guides. Je pense que c'est un vecteur de motivation absolument extraordinaire pour les chefs qui ont quand même l'habitude de faire un métier par générosité et par besoin d'attachement, besoin de qu'on leur rende un peu de l'amour qu'ils ont envie de donner. Voilà, on est Oui. des grands sensibles en fait, les chefs. Oh, tellement. Et, Vous avez et, raison. et c'est vrai que là, ben, on est tous un petit peu en recherche de reconnaissance parce qu'on fait un travail difficile, qui est exigeant. Et donc, c'est vrai d'être reconnu dans son métier, c'est toujours valorisant. Ben, je suis contente de vous entendre à ce sujet-là. Donc, dans ce contexte-là, par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes chefs qui peut-être vous écoutent en ce moment? Eh bien, qu'il n'ait pas peur, que c'est justement pour eux l'occasion de trouver encore plus de visibilité et plus de satisfaction dans leur métier, et que ça va les faire grandir. C'est obligatoire. Dans tous les pays où le guide Michelin s'installe, le niveau de la gastronomie progresse et c'est formidable. Comment est-ce que vous avez vécu cette progression-là, chef? Eh bien, à chaque fois, c'est un véritable bonheur quand on décroche une étoile. C'est un moment vraiment particulier qu'on partage avec à la fois ses proches et ses équipes. Et puis, bon, ben, les clients qui vous suivent depuis que vous êtes tout petit, que vous avez démarré votre activité et qui vous voient progresser. Ils s'en accaparent une petite partie. Enfin, en fait, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. C'est formidable. Oui, c'est génial. Qu'est-ce que je vous souhaite pour l'avenir, chef? Eh bien, de continuer à prendre du plaisir dans ce beau métier et puis d'avoir assez de temps pour transmettre un petit peu de ce que j'ai appris aux jeunes générations et à l'ensemble du grand public qui a quand même besoin d'être guidé au quotidien pour mieux s'alimenter, pour mieux se porter et essayer d'avoir moins de maladies. Wow! Vous avez tout dit. Merci énormément pour Je votre vous temps. en prie. Sincèrement, je suis vraiment privilégiée d'avoir eu cette conversation-là. Longue vie à votre cuisine, chef tête d'oie. Longue vie à celle de votre fils aussi. J'ai eu la chance de manger Oui, au Café oui, Terroir avec votre fille. absolument. Donc, il y a une belle relève pour Ils vous. font un très beau travail, oui, 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 effectivement. Et j'espère qu'un jour, on pourra fusionner l'ensemble de nos restaurants, puisque du coup, avec les enfants, nous avons 17 restaurants quand même. Donc, il va falloir qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Ah, ben, ce sera Voilà, excitant pour la suite. On aura autre c'est chose à dire. une vraie saga familiale. Et voilà, avec des variétés anciennes à l'intérieur du menu, il y a quelque chose qui me dit que ça Absolument. perdurera, c'est sûr. Encore un immense merci, chef. Je vous en prie, prenez soin de Magnifique vous. journée. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.